Mon père m'a traité de loser et m'a dit que je ne pouvais pas assister au dîner de famille. Personne parmi les proches ne veut te voir ici, il a gloussé. J'ai souri et j'ai quitté le chat familial. D'abord, j'ai annulé tous les paiements qui étaient importants pour eux. Et ce que j'ai fait ensuite, ils n'auraient même pas pu l'imaginer. C'était un jeudi ennuyeux, le genre où les heures passent avec une lenteur infinie. J'étais assis à mon bureau à moitié en train de regarder la barre de chargement d'une mise à jour système quand mon téléphone a vibré sur le bureau. C'était un message de mon père. Ne te donne pas la peine de venir samedi. Aucun de tes proches ne veut que tu sois là. Il y avait un emoji rieur à la fin. Un de ces petits détails qu'on n'oublie pas des années plus tard. J'ai fixé l'écran pendant un moment. Puis j'ai ri un peu sous cap. Pas parce que c'était drôle. Ce n'était pas comme si les choses allaient bien entre nous. Je veux dire, après ce qu'ils avaient fait il y a quelques mois, il n'y avait aucune raison de faire semblant d'être une famille heureuse et souriante. J'avais laissé mes 2 enfants chez eux juste pour 3 jours. Ça devait être facile. J'avais un voyage d'affaires de dernière minute et ils avaient toujours supplié pour passer plus de temps avec leurs petits-enfants. Au lieu de ça, ils avaient fait leurs valises et étaient repartis en ville pour un festival de musique. J'avais laissé un enfant de 8 ans et un de 5 ans seul dans une maison pendant 4 jours avec un tas de dîners surgelés et un thermostat qui ne fonctionnait pas. Quand je suis rentré, l'endroit était un désastre. Mon plus jeune avait de la fièvre et mon aîné était mort de peur. Je les ai traités d'égoïstes. Je leur ai dit qu'ils ne méritaient pas d'être appelés grands-parents. J'ai dit des choses que je ne regrette pas et des choses que j'aurais probablement dû dire depuis longtemps. Mais la seule chose que je n'ai pas faite, celle que je regrette le plus maintenant, c'est de ne pas avoir appelé la police. Je voulais protéger mes enfants du cauchemar d'être traînés dans une affaire de la CPS, et honnêtement, une partie de moi gardait encore cet espoir pathétique qu'ils se sentiraient peut-être assez coupables pour se racheter. Ce ne fut pas le cas. Et voilà que des mois plus tard, je n'étais pas invité à un dîner de famille pour mon oncle et ma tante qui revenaient d'Europe. Ils étaient un des partis depuis 2 ans. Et c'était censé être une grande fête de bienvenue. J'ai ouvert le chat de groupe familial. Au début, ça ressemblait à un flot normal de photos et de messages. Quelqu'un avait posté des photos du restaurant. Quelqu'un d'autre plaisantait sur le fait d'avoir apporté trop de vin. Il y avait même des mèmes sur le décalage horaire. Mais pas un seul message de moi. Aucune réponse à moi, aucun tag. C'était comme si je n'existais pas. J'ai continué à faire défiler et je l'ai trouvé. Un message de ma mère, envoyé quelques jours plus tôt. « Hey tout le monde, John a décidé de ne pas venir. Donc ne vous inquiétez pas de lui garder une place. Faisons-en une soirée positive. » Redart a décidé de ne pas venir, comme si j'avais choisi de me retirer, comme si je les avais abandonnés. Personne n'a posé de questions. Personne ne m'a appelé. Personne n'a même envoyé de texto. Je n'ai pas répondu. Je ne me suis pas défendu. J'ai juste souri, fermé le chat et quitté le groupe. Et c'est à ce moment-là que quelque chose a claqué en moi, dans un endroit dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Ils s'étaient tellement habitués à ce que je répare leurs erreurs qu'ils avaient oublié à qui appartenait la moitié des choses dont ils dépendaient. Leur forfait de téléphonie mobile était encore groupé avec le mien, à l'époque où j'essayais de leur faire économiser de l'argent. Leur Internet, je l'avais configuré et il était encore routé via mon ancien compte. Leur assurance pour le camping-car, mon nom leur avait permis d'obtenir la réduction. Même leur stupide service de streaming, Netflix, Disney+, Amazon, Hulu, tous sur mes cartes parce qu'ils n'arrivaient pas à configurer le paiement automatique. J'ai tout annulé en 15 minutes, sans avertissement, sans explication. Ça faisait du bien, mais pas assez. Parce qu'ils pensaient que c'était tout. Ils pensaient avoir tout le pouvoir. Ils pensaient que le reste de la famille les applaudissait en coulisses. Ils n'avaient aucune idée de ce qui allait arriver, pas de ma part, pas de la part de la famille qu'ils pensaient avoir de leur côté, pas de la part des gens qui étaient sur le point de réaliser à quel point on leur avait menti. Après avoir fermé toute leur vie numérique, j'ai attendu. Sans avertissement, sans explication, juste le silence. Ils ont appelé dans l'heure, j'ai laissé sonner. Puis, sont venus les textos. Courts au début, du genre « Qu'est-il arrivé à Internet ?» et « On ne peut plus passer d'appel. Quelque chose ne va pas avec les téléphones. » Puis des plus longs, plus paniqués. « John, as-tu annulé quelque chose ?» Je n'ai pas répondu. Les messages vocaux sont arrivés ensuite, surtout de ma mère. Je ne les ai pas écoutés. Je n'en avais pas besoin.
Je connaissais le schéma. Ils allaient s'énerver puis retourner l'histoire comme toujours. En faire une question de mon attitude. M'accuser d'être dramatique. Prétendre qu'ils ne le méritaient pas. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que cette fois, ils n'avaient pas affaire au même fils, qui avait toujours pris le chemin le plus noble. Je ne voulais pas d'excuses, je voulais des conséquences. Alors j'ai commencé par un message. Pas à eux, mais à mon oncle et ma tante qui revenaient d'Europe. Hey, je voulais juste vous dire que je ne viendrai pas au dîner samedi. Je n'ai pas été invité. J'espère que votre voyage s'est bien passé, cependant. Et j'espère vraiment que le dîner sera super. Sans venin. Juste assez d'honnêteté pour planter la graine. Mon oncle a répondu 1 heure plus tard. Que veux-tu dire par « Tu n'as pas été invité ?» Je lui ai juste dit la vérité. Ça a ouvert les vannes. Mon cousin Marc m'a envoyé un texto ensuite. « Tu es sérieux? J'ai demandé si tu venais et ils ont dit que tu avais d'autres choses à faire. » Dude, Lisa a envoyé un message vocal que je n'ai même pas ouvert, mais elle a suivi avec « John, je me sens malade. Je viens de relire le chat de groupe. Ta mère a dit que tu sautais le dîner pour éviter les conflits. Je n'arrive pas à croire qu'ils aient menti. » Apparemment, ils avaient fait en sorte que ça paraisse comme si j'étais encore en colère, émotionnellement instable, et que je refusais de lâcher le passé. Je n'étais pas surpris que ce soit ainsi qu'ils tournaient tout. Alors j'ai tout exposé. La vraie histoire. Ce qui était arrivé à mes enfants. La fièvre, le frigo vide, le chien qu'ils avaient laissé dans la cour. Il était mort 2 jours après mon retour. Il avait été laissé sans eau. Je leur ai dit que je ne me pardonnerais jamais de ne pas l'avoir signalé et que si quelqu'un d'autre me racontait la même histoire sur ses parents, j'appellerais la CPS sans hésiter. Personne ne les a défendus. Marc a dit qu'il ne leur faisait plus confiance, que s'il pouvait en faire ça à mes enfants, qu'il disait toujours aimer plus que tout, alors ses enfants n'étaient là pas en sécurité non plus. Lisa était furieuse. Elle a dit qu'elle se sentait utilisée, trompée, et la meilleure nouvelle est venue de mon oncle. Si j'avais su tout ça, je ne les aurais pas laissés organiser quoi que ce soit. Ce n'est pas fini. Ils pensaient m'isoler. Ce qu'ils faisaient vraiment, c'était tracer une ligne dans le sable, et la plupart de la famille était de mon côté. Alors j'ai fait un dernier mouvement avant le dîner. J'ai envoyé un petit message discret à un autre chat de groupe, plus petit, juste les proches qui m'avaient contacté. Je ne viens pas, mais vous méritez tous de connaître la vérité avant de porter un toast. Et je leur ai tout raconté, pas avec colère, pas comme si je cherchais de la sympathie, juste de façon simple, comme quelqu'un qui en avait enfin assez de couvrir des gens qui ne l'avaient jamais couvert. Je n'ai rien demandé en retour, je ne leur ai pas demandé de boycotter le dîner. Je n'ai pas demandé de drame, mais ce que j'ai dit, c'est ceci. Si quelqu'un demande pourquoi je ne suis pas là, s'il vous plaît, ne mentez pas pour eux. C'était tout. Le dîner était dans 2 jours. Je n'y allais pas. Je n'avais aucune envie de m'asseoir en face de gens qui riaient en me coupant. Mais j'avais le sentiment que ça n'allait pas se passer comme ils l'avaient prévu. Samedi soir, pendant que le dîner de famille se déroulait sans moi, je suis resté à la maison avec mes enfants. Nous avons fait du pop-corn. Nous avons regardé de vieux films Disney. Je n'ai même pas regardé mon téléphone pendant quelques heures. Je me suis dit que si quelque chose d'important arrivait, j'en entendrais parler éventuellement. Je ne m'attendais pas au flot de messages qui a frappé mon téléphone juste après 21 heures. Le premier venait de Marc. « Bro, c'est le chaos. Tu ne le croirais pas si tu étais là. » Puis ma sœur, un texto court et brutal. « Tu as pris la bonne décision de rester à l'écart. » Je me suis adossé et j'ai juste laissé venir. C'était comme regarder un accident de train au ralenti depuis mon canapé. D'après ce que tout le monde m'a raconté plus tard, la soirée a commencé exactement comme mes parents l'avaient espéré. Ils tenaient court au bout de la longue table chez Antonio's, ce faux restaurant italien chic dont ils se vantaient toujours. Ils souriaient, riaient trop fort, lançaient de petites piques sur la difficulté des drames familiaux et faisaient semblant d'être au-dessus de tout ça. Ils pensaient posséder l'histoire. Au début, tout le monde a joué le jeu. On a levé les verres, porté des toasts à mon oncle et ma tante, parlé de voyage, de travail, d'enfants, mais en dessous on pouvait le sentir, comme on sent le changement dans l'air avant un orage. Personne n'était à l'aise. Les gens continuaient à regarder la chaise vide où j'aurais dû être assis. Ils se regardèrent les uns les autres, se demandant si quelqu'un d'autre savait ce qu'ils savaient maintenant, que je n'avais pas choisi de ne pas venir, comme ma mère le leur avait dit, que j'avais été exclu,
qu'on avait menti sur moi. Finalement, c'est l'oncle Steve qui a brisé le barrage. Il s'est levé avec son verre de vin, a regardé directement mes parents et a dit « C'est dommage que John n'ait pas pu être là. Mais après tout ce qui s'est passé, je ne peux pas lui en vouloir. » Silence. Mon père a ri nerveusement et a marmonné quelque chose sur des problèmes personnels qui ne devraient pas gâcher une fête. Ma mère a immédiatement commencé à parler par-dessus lui, disant « Certaines personnes gardent juste rancune. » Mais personne n'écoutait. Steve a posé son verre et a raconté à toute la salle exactement ce qui s'était passé. La vraie histoire, les enfants, les 4 jours seuls, le chien mort, les mensonges qu'ils avaient eux racontés après. Je n'étais pas là pour le voir, mais Marc a dit que c'était comme un brouillard qui se levait de la table. On pouvait voir les expressions changer une par une. Choc, dégoût, colère. Lisa est intervenue. Elle a dit qu'elle s'était sentie malade en l'apprenant. Elle a dit qu'elle ne comprenait pas comment on pouvait traiter ses propres petits-enfants comme ça. Un de mes cousins, un calme, du genre qui reste habituellement en dehors des choses, a demandé directement à mes parents si c'était vrai. Il a demandé s'ils avaient vraiment laissé 2 enfants de moins de 10 ans seuls, sans même vérifier. Ma mère a commencé à pleurer. Mon père a haussé la voix. Ils ont tous les deux commencé à me blâmer. À blâmer le stress, à blâmer une mauvaise communication, à blâmer à quel point les enfants sont sensibles de nos jours. Personne n'y a cru. Personne ne les a défendus. Ça a dégénéré au point que les gens ont commencé à poser leurs fourchettes et à se lever. Certains n'ont même pas fini leur repas. Marc m'a dit qu'il avait surpris mon père en train de claquer à l'oncle Steve, le traitant de traître pour avoir pris le parti de John. Lisa a dit qu'elle avait entendu ma mère marmonner dans sa barbe qu'elle regrettait que John soit né. Ça a frappé plus fort que tout, même si je n'étais pas là pour l'entendre. À la fin de la soirée, la moitié de la famille était partie tôt. Le reste est resté là, mal à l'aise et misérable, jusqu'à ce que ce soit trop insupportable pour faire semblant. Ceux qui sont restés ne sont pas restés pour mes parents. Ils sont restés pour dire au revoir à Steve et à sa femme par respect. Quand tout a été fini, mes parents étaient assis à cette longue table vide entourée d'assiettes froides et de verres de vin à moitié vides et regardaient autour d'eux le désastre qu'ils avaient créé. Personne ne s'est précipité pour les réconforter. Personne n'a proposé de les ramener. Personne n'a fait semblant que c'était juste un malentendu. Pour la première fois de leur vie, ils étaient seuls. Et le meilleur dans tout ça, c'est que je n'ai pas eu à lever le petit doigt. Ils l'ont fait tout seuls. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec mon téléphone qui vibrait non-stop. Appel manqué de mon père, texto de ma mère, de longs paragraphes de rang, quelques bombes de culpabilité jetées pour faire bonne mesure, le classique. Nous sommes toujours tes parents quoi qu'il arrive. Des conneries qu'ils adorent utiliser quand tout le reste échoue. Je n'ai pas répondu. Je n'ai même pas ouvert la plupart d'entre eux. Au lieu de ça, j'ai appelé Lisa. Elle a répondu à la première sonnerie et n'a pas perdu de temps. John, a-t-elle dit, quoi que tu ressentes en ce moment, sache qu'aucun de nous n'est de leur côté. Elle m'a tout raconté. Chaque mot laid, chaque regard sale, chaque mensonge qu'ils ont essayé de faire tourner pendant que les choses commençaient à s'effondrer. Comment mon père a essayé de tout me mettre sur le dos en me traitant d'instable. Comment ma mère a essayé d'en faire une question de la difficulté d'être grand-parent de nos jours. Comment ils ont prétendu ne pas savoir que c'était mal de laisser 2 petits-enfants seuls. Personne ne les a crus. Plus maintenant. Même ceux qui les soutenaient autrefois, la vieille génération, ceux qui disaient toujours « la famille, c'est la famille ». Quoi qu'il arrive, même eux en avaient assez. Le chat de groupe familial avait explosé pendant la nuit. Mes parents essayaient de revenir en arrière, envoyant désespérément des excuses, des justifications, suppliant pour de la compréhension, et un par un, les gens ont quitté le chat. Je n'y étais même plus, mais Lisa m'a envoyé des captures d'écran. C'était glorieux. Chaque départ était comme une petite victoire. Marc est parti en premier, puis l'oncle Steve, puis Lisa, puis ma cousine Anna, qui restait habituellement en dehors du drame. À midi, il ne restait que 3 personnes dans le chat de groupe. Ma mère, mon père, et un cousin éloigné d'un autre État, qui n'avait probablement même pas lu les messages. C'était fini. Mais je n'avais pas terminé. Vous voyez? Ils avaient encore une chose qui les reliait à moi. Les liens financiers. Leurs téléphones étaient encore techniquement à mon nom, même si j'avais annulé le service.
Leur assurance camping-car était encore sur mon compte. Leur ancien système de sécurité domestique, celui dont ils se vantaient auprès de leurs amis, était encore lié à ma banque. J'ai passé l'heure suivante à tout annuler, à résilier chaque contrat, à déconnecter chaque compte, à bloquer chaque numéro. Quand j'ai eu fini, c'était comme si je m'étais enlevé chirurgicalement de leur vie. Plus de liens, plus d'obligations, rien qu'ils puissent jamais utiliser contre moi. La dernière chose que j'ai faite, celle qui m'a fait me sentir mieux que je ne l'aurais jamais imaginé, a été d'envoyer un email. Juste un, à effet immédiat. Veuillez accepter cet avis indiquant que je ne suis plus responsable d'aucun service ou compte vous concernant. Veuillez ne plus me contacter. Je les ai mis en copie tous les deux. J'ai mis les entreprises en copie. J'ai fait en sorte que ce soit officiel. Ils devraient tout reconstruire par eux-mêmes maintenant. Pas de réduction, pas de raccourci, pas d'aide. Ils étaient exactement là où ils m'avaient mis toutes ces années quand ils m'avaient montré que je n'étais utile pour eux que quand ils avaient besoin de quelque chose. Et cette fois, il n'y avait pas de retour en arrière. La première semaine après qu'ils m'aient coupé a semblé irréelle. Pas d'appel téléphonique, pas d'email, pas de publication sournoise sur Facebook sur les enfants ingrats. Juste un pur silence propre. Je me suis plongé dans le travail, dans mes enfants, dans la réparation de petites choses autour de la maison que j'avais ignorées pendant des mois. Pour une fois, il n'y avait pas cette appréhension qui planait à chaque fois que mon téléphone vibrait. Pas d'attente pour le prochain voyage de culpabilité ou la fausse urgence. Mais je savais que ça ne pouvait pas durer. Avec des gens comme mes parents, le silence n'était pas une reddition. C'était juste une pause avant qu'ils changent de tactique. La première lettre est arrivée 4 jours plus tard. Enveloppe blanche, ordinaire, sans adresse d'expéditeur. Écriture soignée, le genre que ma mère utilisait quand elle voulait paraître calme et posée. À l'intérieur, une lettre de 3 pages sur combien ils me manquaient, combien ils étaient tristes, combien les choses avaient été difficiles depuis le malentendu. Ils appelaient ça un malentendu. Pas un abandon, pas une négligence, pas ce que c'était vraiment. De la cruauté. Je ne l'ai même pas fini. Je l'ai déchiré et jeté à la poubelle comme du courrier indésirable. La lettre suivante est arrivée 2 jours plus tard. Celle-ci était plus courte, plus en colère, moins polie. L'écriture de mon père cette fois, désordonnée, impatiente. Tu as fait passer ton message. Il est temps de passer à autre chose. Comme si j'avais fait un caprice, comme si je n'avais pas passé des années à nettoyer leur merde avant de finalement dire stop. D'autres lettres ont suivi, chacune essayant un nouvel angle. Certaines pleines d'excuses larmoyantes qui n'admettaient rien. Certaines amères, comme s'ils étaient les trahis. Certaines glissant nonchalamment des commentaires sur l'argent, la santé, combien tout est cher de nos jours. Des allusions à peine voilées qu'ils ressentaient le poids sans moi. Chaque fois qu'une arrivait, je la déchirais sans la lire en entier. S'ils pensaient pouvoir se faufiler à nouveau avec des mots, ils ne comprenaient pas à quel point j'étais loin. Marc m'a envoyé un texto après un barbecue familial auquel je n'avais pas assisté. Ta mère pleure encore auprès de quiconque veut bien l'écouter. Elle dit que tu la punis. Elle dit que tu détruis la famille. Je n'ai même pas pris la peine de répondre. Je ne la punissais pas. Je me libérais. Et si la famille se brisait à cause de ça, alors, peut-être qu'elle méritait de se briser. Les lettres ont fini par ralentir. Puis elles se sont arrêtées. Des semaines ont passé. J'ai commencé à penser qu'il pourrait vraiment arrêter. La maison semblait plus légère, plus calme. Mes enfants étaient plus heureux. Je dormais mieux. Je pensais que c'était la fin. J'aurais dû le savoir mieux, parce que la vraie tempête n'était pas dans les lettres. Elle se tenait sur mon porche 2 mois plus tard, paraissant plus vieille, plus petite et plus désespérée que je ne l'avais jamais vue. Mon père, c'est arrivé un dimanche après-midi, le genre de journée ordinaire qui te fait penser que les mauvaises choses sont enfin derrière toi. Les enfants construisaient un fort avec des cartons et de vieilles chaises de jardin dans le jardin. J'étais dans la cuisine en train de réparer un robinet qui fuyait, à moitié distrait par le son de leur rire par la fenêtre ouverte. Pour la première fois depuis des mois, tout semblait normal. Puis est venu le coup. Toc à la porte. Un coup lent, lourd, trop délibéré pour être une livraison. Je me suis essuyé les mains, sentant déjà ce vieux nœud désagréable se former dans mon estomac. Quelque chose n'allait pas. Quand j'ai ouvert la porte, je me suis figé. C'était mon père.
Pendant une seconde, je ne l'ai même pas reconnu. Il semblait plus petit d'une certaine façon. Ses épaules étaient voûtées, son visage était plus mince, plus pâle. Ses mains étaient enfoncées maladroitement dans les poches de sa veste, comme s'il ne savait pas quoi en faire. Il portait la même veste en cuir qu'il portait toujours, pour faire semblant d'être plus dur qu'il ne l'était, mais même celle-ci semblait usée maintenant. Il n'a rien dit au début, moi non plus. Nous sommes juste restés là dans l'encadrement de la porte, le silence durant plus longtemps qu'il n'aurait dû. Finalement, il s'est raclé la gorge. « Je ne suis pas venu pour argumenter », a-t-il dit. Sa voix semblait rauque, comme s'il n'avait parlé à personne depuis des jours. Je suis resté appuyé contre le cadre de la porte. Je n'allais pas lui faciliter la tâche. Il s'est déplacé maladroitement, ses yeux passant derrière moi comme s'il essayait d'apercevoir quelque chose, espérant peut-être une faille par laquelle se glisser. Mais il n'y en avait pas. Puis il a dit quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. « Ta mère m'a quitté. » J'ai cligné des yeux. Pendant une seconde, j'ai pensé avoir mal entendu. Mes parents avaient passé toute leur vie à s'accrocher l'un à l'autre, non pas par amour, mais parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un d'autre à blâmer quand les choses tournaient mal. Il a continué à parler, elle avait fait ses valises, pris le peu d'argent qui nous restait, déménagé en Floride, elle vit chez sa sœur maintenant. Il a ri à moitié, mais c'était creux. Je suppose qu'elle a décidé que je ne valais plus la peine après tout. Je n'ai rien dit, je l'ai juste regardé fixement. S'il s'attendait à ce que je ressente de la pitié pour lui, il était au mauvais endroit. Il s'est déplacé à nouveau comme s'il voulait partir, mais ne pouvait pas tout à fait se décider. « Je ne suis pas venu demander de l'argent, » a-t-il dit, « ni te demander de revenir. Je pensais juste que tu devrais le savoir. » Avant de l'entendre de quelqu'un d'autre. Un autre long silence. À ce moment-là, en le regardant, j'ai réalisé quelque chose. Il ne se tenait pas là parce qu'il me manquait. Il ne se tenait pas là parce qu'il avait réalisé qu'il avait tort. Il se tenait là parce qu'il n'avait plus personne. Et même maintenant, brisé et abandonné, il ne pouvait pas s'excuser. Pas correctement, pas complètement. Il voulait que je comble le vide laissé par ma mère, que je sois le prochain gardien de ses échecs. Pas question. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai dit la seule chose que je pouvais dire sans me mentir à moi-même. J'espère que tu remettras ta vie en ordre. Puis j'ai fermé la porte. Pas de cris, pas d'arguments, pas d'au revoir dramatique, juste le doux clic du verrou qui se mettait en place. Je suis resté là 1 minute, n'entendant rien, sentant la finalité s'installer profondément dans ma poitrine. À travers le Judas, je l'ai regardé s'attarder sur le porche, fixant la porte comme s'il ne pouvait pas croire qu'elle était vraiment fermée. Comme s'il pensait que s'il restait là assez longtemps, elle s'ouvrirait à nouveau. Mais elle ne l'a pas fait. Finalement, il s'est retourné et a descendu les marches, la tête baissée, les épaules voûtées. Je l'ai regardé jusqu'à ce qu'il disparaisse, et puis je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas énervé. Je ne me suis pas senti vide. J'ai juste ressenti la liberté. Vraiment libre. Pas la liberté tremblante et coupable que je ressentais autrefois quand je m'éloignais pendant quelques jours. Pas le genre anxieux et temporaire. Le vrai genre. Celui qu'on gagne. Je suis retourné à la cuisine, j'ai fini de réparer le robinet, puis je suis sorti dans le jardin où mes enfants riaient encore, construisaient encore, vivaient encore. Ils ne savaient même pas qu'il s'était passé quelque chose. Et peut-être que c'était la meilleure partie pour eux. La vie continuait simplement sans les ombres, sans les chaînes, sans le poids de gens qui n'avaient jamais mérité d'être appelés famille. J'ai ramassé un carton et je les ai aidés à construire leur fort plus haut. Plus solide, une forteresse. Le genre qu'on ne laisse plus jamais les envahisseurs franchir. Mise à jour finale 1 an plus tard. Hey, j'ai pensé donner une mise à jour. Ça fait environ 1 an que tout s'est passé. Le dîner, les lettres, le coup à la porte. Je pensais que c'était la fin de l'histoire. Il s'avère que non. Après que mon père soit venu et que j'ai fermé la porte sur lui, il n'a pas réessayé. Pas une seule fois. Il n'a pas envoyé d'autres lettres. N'a pas appelé. Pendant un moment, je me suis demandé s'il avait compris le message ou s'il avait juste trouvé un nouvel endroit pour déverser sa douleur. Mais voilà où ça devient bizarre. Il y a quelques mois, j'ai reçu un appel d'un cabinet d'avocats dans un autre État. Ils disaient qu'il s'occupait de documents de succession. J'ai presque raccroché en pensant que c'était une arnaque, mais l'avocat a mentionné le nom de mon père. Il était mort d'une attaque seul dans un motel près de Tulsa. Apparemment, il avait erré entre motel bon marché et canapé depuis que ma mère l'avait quitté. Ils ont dit qu'il n'avait presque rien laissé.
Pas de testament, pas de propriété, pas d'économie, juste une boîte d'effets personnels et une enveloppe avec mon nom dessus. Je ne savais pas quoi dire. Je ne savais même pas ce que je ressentais. Ils ont proposé de m'envoyer la boîte. J'ai dit oui. La curiosité l'a emporté. Elle est arrivée une semaine plus tard. Une chose en carton poussiéreuse, cabossée et scotchée comme si elle avait été écrasée par 3 lévriers. À l'intérieur, il y avait quelques chemises, de vieux reçus, une montre cassée et une enveloppe Kraft avec mon nom dessus dans son écriture. Je l'ai ouverte, m'attendant à plus des mêmes excuses, manipulations, tentatives de dernière minute pour réécrire l'histoire. Mais ce n'était pas ça. C'était court, 1 page et demie. Il disait qu'il savait qu'il avait tout foiré. Il disait qu'il n'attendait pas le pardon, ne pensait même pas le mériter. Mais il admettait en termes clairs que ce qu'ils avaient fait à mes enfants était mal, que ce qu'ils m'avaient fait pendant des années était pire. Pas de blâme, pas de « si seulement » ou « tu as mal compris », juste des faits. Ce n'était pas guérissant. Ce n'était pas une fin de film, mais c'était ce qui se rapprochait le plus de la vérité qu'il m'ait jamais donnée. Je suis resté assis là à tenir la lettre longtemps, pas sûr de quoi en faire. À la fin, je l'ai brûlée, pas par colère, par clôture, parce que c'était tout ce dont ça avait besoin pour être un au revoir. Pas en retard, mais juste à temps. Et ma mère, aucune idée. Je n'ai pas eu de nouvelles d'elle. Je suppose qu'elle est encore en Floride. Peut-être qu'elle joue encore la victime auprès de quiconque veut bien l'écouter. Je m'en fiche. J'ai mes enfants. J'ai ma paix. Nous venons juste de déménager dans une nouvelle maison le mois dernier. Plus grand jardin, quartier calme. Le genre d'endroit où le passé semble être une autre vie. Parfois je me surprends à me demander à quel point les choses auraient pu être différentes s'ils avaient juste dit « désolé » plus tôt. S'ils avaient assumé ne serait-ce qu'une fraction de ce qu'ils avaient fait. Mais alors je me souviens que les gens ne changent que s'ils le veulent. Et ils ne le voulaient jamais. Ils voulaient juste le contrôle. Et maintenant ils n'en ont plus aucun. Et j'ai enfin tout ce dont j'avais vraiment besoin. Merci à tous ceux qui ont suivi cette histoire. Je n'avais pas prévu de transformer ma vie en film, mais l'écrire m'a aidé plus que je ne l'aurais cru. Si vous gérez une famille toxique, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas cruel, et vous n'êtes pas seul. Parfois partir n'est pas une vengeance, c'est un salut. Cordialement John. Abonne-toi pour plus d'histoires quotidiennes.